Le vent soufflait sur l'Arctique comme un hurlement venu d'un autre monde. Le froid mordait la peau, chaque respiration se transformait en nuages de givre qui disparaissaient aussitôt dans le brouillard glacé. Au milieu de ce désert blanc, la silhouette sombre d'un navire avançait lentement à travers la banquise. À son bord, le docteur Jérémy Landon observait l'horizon avec une détermination farouche. Depuis des années, il rêvait de ce moment. Aujourd'hui, il était sur le point de percer l'un des mystères les plus persistants de l'histoire de l'aviation. La disparition d'un avion de ligne envolé des décennies plus tôt et dont aucune trace n'avait jamais été retrouvée. L'appareil transportait plus d'une centaine de passagers lorsqu'il avait quitté Lisbonne pour rejoindre l'Amérique du Nord. Ce vol devait être routinier, mais il s'était volatilisé quelque part au-dessus des immensités polaires. Des équipes de recherche avaient été envoyées, des enquêtes minutieuses menées, mais le résultat avait toujours été le même. Aucun débris, aucun survivant, aucune explication. Le temps avait fait son œuvre, transformant le drame en légende, en sujet de spéculation et de rumeurs. Certains parlaient d'une tempête magnétique, d'autres d'un détournement mystérieux. Beaucoup avaient fini par croire que l'avion ne serait jamais retrouvé. Landon, lui, n'avait jamais renoncé. Scientifique obstiné, il avait passé des années à rassembler des rapports oubliés, à croiser des indices, à analyser des images satellites. Quand le gouvernement canadien l'avait enfin autorisé à organiser une expédition dans une région particulièrement isolée de l'Arctique, il avait compris que son moment était venu. Son équipe comptait une dizaine de personnes triées sur le volet, des chercheurs, des spécialistes de la survie en milieu extrême, un pilote de bateau aguerri, ainsi qu'une traqueuse chevronnée, Émilie Jonas, capable de lire les signes les plus discrets dans la neige. Tous avaient conscience des dangers d'un tel voyage. L'Arctique ne pardonnait aucune erreur, et la moindre imprudence pouvait coûter la vie. Mais tous partageaient la même soif de découverte, et c'est cette énergie qui les tenait debout malgré la fatigue, le froid et la peur. Après des jours de navigation à travers un paysage désolé, ils avaient aperçu ce qu'ils cherchaient, une masse métallique prisonnière d'une vallée glacée. À travers les bourrasques, l'ombre d'un fuselage se dessinait, incliné, figé dans un bloc de glace. Le cœur de Landon s'était serré. C'était bien là. Ils avaient réussi. La nouvelle se répandit vite parmi les membres de l'équipe, et l'excitation éclata malgré la morsure du froid. Chacun se prépara à débarquer, ajustant son équipement, vérifiant cordes, outils et appareils de mesure. Il savait qu'il s'apprêtait à entrer dans une tombe gelée, mais la soif de vérité l'emportait sur l'angoisse. En approchant du site, Landon sentit pourtant un malaise le gagner. Le silence qui régnait autour de l'avion n'avait rien de naturel. La carcasse de l'appareil, figée depuis des décennies, semblait les observer. Les débris éparpillés autour de la carlingue formaient un décor irréel, comme si le temps s'était arrêté au moment exact du drame. Certaines parties du fuselage étaient arrachées, laissant deviner l'intérieur. Contre toute attente, l'avion n'avait pas explosé ni été pulvérisé par l'impact. La glace l'avait conservé intacte comme un mausolée dressé au milieu du désert blanc. Incroyable, souffla Joseph Julius, l'expert en aéronautique du groupe, en fixant la carcasse. On dirait qu'il attendait qu'on le retrouve. Les premiers clichés furent pris, les caméras installées, les échantillons relevés. Mais déjà, certains détails troublaient les scientifiques. Dans une photo prise rapidement depuis le bateau, l'un d'eux crut distinguer une silhouette floue, une ombre tapie dans l'ombre du fuselage. Un reflet? Une illusion provoquée par la lumière du crépuscule? Personne n'osa le dire à voix haute, mais tous sentirent une gêne sourde les gagner. Landon, refusant de céder à la superstition, donna l'ordre de s'approcher davantage. Le groupe s'avança prudemment sur la glace, chaque pas résonnant comme un coup sourd sous leurs bottes. Le froid piquait leur visage, leurs cils se couvraient de cristaux de glace, mais leur regard restait rivé sur le monstre de métal. Lorsqu'ils atteignirent enfin la carcasse, un silence pesant s'abattit. Derrière les hublots brisés, les corps figés des passagers apparaissaient encore, assis sur leurs sièges, les traits figés par l'horreur et la glace. Des valises gisaient dans les allées, des journaux et des livres étaient prisonniers de blocs translucides. C'était un cimetière silencieux, une scène figée pour l'éternité. Émilie détourna les yeux, incapable de soutenir ce spectacle. Joseph, lui, s'approcha du fuselage, effleurant le métal gelé de ses gants. Il repéra rapidement des marques étranges à l'intérieur, comme si quelque chose avait gratté ou frappé après l'impact. Cela ne ressemblait pas aux dégâts d'un crash. C'étaient des entailles nettes, volontaires, presque désespérées. Soudain, Emily leva la main. Dans la neige fraîche, elle venait de repérer des traces. Pas celles d'animaux, ni celles laissées par le vent. Des empreintes récentes, trop nettes pour dater d'un autre temps. Elle contournait l'avion et disparaissait vers la plaine glacée. « C'est impossible », murmura-t-elle. « Personne ne peut survivre ici. Pas si longtemps. » Un frisson parcourut l'équipage. Les regards se croisèrent, inquiets. Le mystère prenait une tournure plus sombre.
L'avion n'était pas seulement une épave gelée. Quelque chose d'autre rôdait autour. Et Landon, malgré la boule d'angoisse qui lui serrait la gorge, sut au fond de lui qu'il venait de mettre les pieds dans une énigme bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginée. La nuit arctique tombait rapidement, enveloppant le paysage d'un voile bleu sombre. Le souffle du vent se fit plus dur, projetant de fines particules de glace qui s'infiltraient dans les vêtements malgré les couches épaisses. L'équipe, frigorifiée, hésitait à poursuivre l'exploration. Pourtant, Landon refusait d'abandonner. Devant eux, l'avion demeurait figé dans la glace comme une cicatrice géante, et son instinct lui criait qu'il n'avait encore rien vu. Émilie restait troublée par les empreintes découvertes. Elle se baissa de nouveau, éclairant la neige de sa lampe frontale. Les traces n'étaient pas recouvertes de givre, preuve qu'elles avaient été faites récemment. Elles semblaient humaines, mais plus larges, plus irrégulières. Son expérience de traqueuse lui disait qu'il ne s'agissait pas d'un animal polaire connu. Elle sentit un frisson remonter le long de son dos. « Je n'aime pas ça », déclara-t-elle d'une voix basse. « Quelque chose bouge encore ici. » Joseph, qui inspectait le fuselage, fit signe à ses collègues. Les instruments du cockpit étaient figés par la glace, mais il repéra le boîtier noir, scellé dans le tableau de bord. Le récupérer pourrait révéler la vérité sur ce vol maudit. Cependant, l'accès était bloqué par une couche épaisse de glace solide comme de la pierre. Landon décida qu'il reviendrait plus tard avec les outils adaptés. À cet instant, un son étouffé se fit entendre à l'intérieur de l'appareil. Un grincement, comme si quelque chose se déplaçait dans les entrailles de la carcasse. Tous se figèrent. Les lampes se braquèrent vers les hublots brisés, mais rien ne bougea. Le silence reprit, oppressant, seulement troublé par le vent. Alice Neville, la médecin de l'expédition, posa une main gantée sur l'épaule de Landon. « Nous devrions rentrer au bateau pour la nuit. C'est dangereux de rester ici. » Landon hésita. Son esprit rationnel savait qu'elle avait raison, mais sa curiosité scientifique l'emportait. Pourtant, il finit par céder, ordonnant à l'équipe de retourner au navire. Ils installèrent des balises lumineuses autour du site avant de reprendre le chemin du retour, leurs pas résonnant sur la glace craquante. De retour à bord, le groupe se réchauffa tant bien que mal dans la petite salle commune. Le générateur ronronnait, les lampes diffusaient une lueur jaunâtre, et la vapeur des tasses de café brouillait l'air. Mais personne ne parvenait à détendre l'atmosphère. Tous repensaient aux silhouettes gelées, aux entailles mystérieuses, aux empreintes inexplicables. Émilie sortit l'appareil photo et parcourut les clichés pris plus tôt. En zoomant sur l'un d'eux, elle sursauta. À travers un hublot, derrière les cadavres figés, une forme sombre se dessinait. Elle avait la stature d'un homme, mais son contour était flou, presque translucide. « Regardez ça », dit-elle en montrant l'écran. Les conversations cessèrent aussitôt. Chacun s'approcha, scrutant l'image avec stupeur. Joseph fronça les sourcils. Ce n'est pas un reflet. Il y a quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur. Le silence pesa encore plus lourd. Même Landon resta sans voix, incapable de trouver une explication rationnelle immédiate. Finalement, il soupira et secoua la tête. Ce n'est qu'un effet de lumière. Rien d'autre. Ne laissez pas vos esprits vous jouer des tours. Mais son ton trahissait une inquiétude qu'il ne parvenait pas à masquer. La nuit fut agitée. Certains jurèrent avoir entendu des bruits sourds résonner à travers la glace, comme des pas ou des chocs métalliques. Émilie crut même distinguer une silhouette blanche immobile à distance, observant le bateau avant de disparaître dans le brouillard. Le doute s'insinua dans tous les esprits. Était-ce le fruit de leur imagination, ou bien quelque chose rôdait-il réellement dans cette vallée glacée? Au matin, Landon convoqua tout le monde. Sa décision était prise. Il devait retourner sur le site, récupérer le boîtier noir et explorer davantage. L'hypothèse d'un simple crash accidentel ne suffisait pas. Trop de détails échappaient à la logique. Ils reprirent donc la route vers l'épave. Le froid était plus intense encore, mordant chaque parcelle de peau exposée. Le ciel, d'un gris uniforme, semblait peser sur leurs épaules. Le fuselage se dressa de nouveau devant eux, sinistre, mais irrésistiblement fascinant. Joseph et Landon commencèrent à dégager la glace du cockpit à coups d'outils. Les éclats giclaient comme du verre brisé. Finalement, après un effort long et pénible, ils mirent la main sur le boîtier noir. Landon le serra avec une excitation fébrile. C'était la clé. Le témoin muet de la dernière heure de ce vol disparu. Pendant ce temps, Émilie continua son inspection à l'extérieur. Elle remarqua d'autres marques sur le fuselage, longues et profondes, comme des griffures. Trop nettes pour être dues à l'accident. Elle suivit ces marques jusqu'à l'arrière de l'avion, où elle découvrit de nouvelles empreintes dans la neige, plus fraîches encore que celles de la veille. Elle ne semblait pas s'éloigner, mais tourner autour de l'avion comme si quelque chose surveillait le site en permanence. Son souffle se bloqua dans sa gorge.
Elle leva brusquement les yeux. Dans le lointain, à travers la brume glacée, une silhouette blanche se tenait debout. Immobile. Observatrice. Puis, comme une illusion dissipée par le vent, elle disparut. Émilie accourut vers le reste de l'équipe, le visage blême. « Nous ne sommes pas seuls ici, dit-elle d'une voix tremblante. Et ce qui est dehors ne veut pas qu'on reste. » L'atmosphère était devenue plus lourde encore. Les révélations de la veille, les empreintes fraîches et l'apparition fugace de la silhouette blanche hantaient chacun des membres de l'équipe. Pourtant Landon, animé par une soif de vérité presque obsessionnelle, refusait de céder à la peur. Il savait que le boîtier noir contenait des réponses, mais il sentait aussi que l'épave n'avait pas encore livré tous ses secrets. À bord du navire, Joseph s'affairait déjà à tenter d'extraire les données du boîtier. Ses doigts engourdis par le froid manipulaient avec une précision extrême les câbles et le matériel qu'ils avaient apportés. Des grésillements s'échappaient de l'appareil. Puis, soudain, un bruit clair, une voix. Celle du pilote, brisée par l'angoisse. Le groupe se rassembla autour de Joseph, retenant leur souffle. La bande révélait des turbulences violentes, le pilote luttant pour maintenir l'appareil en ligne. Puis vinrent les pannes mécaniques, les instruments qui s'éteignaient un à un, et enfin les cris désespérés de l'équipage. La voix se coupa brusquement à 15h47. Le silence glaça l'air, et tous restèrent figés. Alice serra ses mains contre sa poitrine. Il savait. Il savait qu'ils allaient mourir. UN sie längste pesant regna UN moment. Mais cette vérité ne suffisait pas à expliquer le reste. Les marques étranges, les empreintes récentes, la silhouette qui les épiait. Landon se leva brusquement. Nous devons retourner là-bas. Le boîtier explique la chute, mais pas ce que nous voyons aujourd'hui. Certains protestèrent. Émilie, surtout, insista pour la prudence. Mais Landon demeura inflexible. Au fond de lui, il savait qu'ils étaient à l'orée d'une découverte encore plus troublante. Ils reprirent donc la marche vers l'épave, cette fois mieux équipés et plus résolus. Le vent hurlait autour d'eux, et la neige crissait sous leurs pas. Lorsque l'avion apparut de nouveau, prisonnier de sa gangue glacée, une impression de malaise les envahit tous. C'était comme entrer dans un sanctuaire interdit. À l'intérieur, la scène macabre restait inchangée. Les passagers figés dans leurs sièges, leurs visages déformés par l'effroi, les objets personnels emprisonnés dans la glace. Pourtant, quelque chose avait changé. Émilie fut la première à le remarquer, certains sièges étaient vides. Or, la veille, elle avait compté chaque corps, chaque silhouette immobile. 5 manquaient désormais. C'est impossible. Soufflait-elle, la gorge serrée. Personne n'a pu déplacer ses corps. Un murmure d'effroi parcourut le groupe. Alice se rapprocha, vérifiant les allées de l'appareil. Les sièges vides semblaient témoigner d'une fuite tardive, comme si ces passagers s'étaient relevés bien après l'accident. Mais comment auraient-ils survécu dans ces conditions, des décennies durant? Joseph examina le sol gelé. Des griffures parsemaient le métal, comme si les victimes avaient tenté de s'échapper, ou comme si autre chose les avait traînés dehors. L'idée lui fit froid dans le dos. À cet instant, un bruit résonna. Pas le craquement de la glace ni le souffle du vent, mais un son plus profond, comme un déplacement lourd au dehors. Tous se figèrent. Émilie se précipita vers l'une des ouvertures et scruta la vallée. Au loin, elle vit de nouvelles traces fraîches qui s'éloignaient vers une paroi rocheuse. Là-bas, dit-elle en pointant du doigt. Quelque chose vit ici, et ça se cache. Sans attendre, Landon prit une décision risquée. Il suivrait ces traces. Son intuition lui disait que la clé de ce mystère se trouvait au bout de ce chemin. Ils quittèrent donc l'avion, progressant lentement à travers la neige. Plus ils avançaient, plus le froid semblait s'intensifier, comme si la nature voulait les repousser. Les empreintes menaient vers une faille sombre dans la paroi, une caverne, dissimulée par des congères. La lumière de leurs lampes révéla l'intérieur glacé. Les parois étaient couvertes de givre, mais l'air y était plus étrange, presque plus chaud. Des restes d'objets humains parsemaient le sol. Une couverture effilochée, des boîtes de conserve rouillées, un journal humide et jauni. Joseph ramassa le carnet, ses pages craquant sous ses doigts. Il lut à voix haute quelques lignes tremblantes. « Nous avons survécu à l'impact. Mais le froid nous tue lentement. Chaque jour, nous perdons un des nôtres. Certains parlent d'une lumière, d'un bruit dans la glace. Je ne sais plus si nous sommes seuls. » Un frisson parcourut l'équipe. Les passagers avaient donc survécu un temps, avant de mourir dans l'agonie. Mais ce n'était pas la découverte la plus terrifiante. Car au fond de la caverne, éclairés par le halo de leurs lampes, 5 corps figés apparurent. Les 5 disparus. Leurs visages déformés par la souffrance racontaient leur ultime combat contre le froid et la faim. Alice s'agenouilla, bouleversée. Ils n'ont jamais quitté cet endroit. Alors, qui a fait toutes ces empreintes autour de l'avion? Comme pour répondre à sa question, un grondement sourd résonna dans la caverne.
Les lampes tremblèrent. Émilie recula d'un pas, ses yeux fixés sur l'obscurité plus profonde. Deux éclats brillants y apparurent, des yeux qui les observaient avec une intensité sauvage. Un silence glacé tomba sur le groupe. Puis, dans la pénombre, une masse gigantesque émergea. Une ours polaire, massive, dressée sur ses pattes, accompagnée de deux petits blottis contre elle. Ses crocs luisirent un instant à la lumière avant qu'elle ne pousse un souffle rauque. Landon comprit alors. Ce n'étaient pas des fantômes, ni des survivants. C'était elle, la gardienne silencieuse de ces lieux, qui avait laissé ses empreintes et provoqué les bruits étranges. Une mère, prête à défendre ses petits, survivant là où les humains avaient échoué. Le groupe recula lentement, le cœur battant à tout rompre. La vérité était terrifiante et sublime à la fois. La mort des passagers s'était mêlée à la vie renaissante d'un prédateur polaire. La vallée gelée n'était pas seulement une tombe. C'était aussi un territoire vivant, farouchement protégé. Le souffle de l'ours emplissait la caverne, puissant, profond, vibrant comme un avertissement. L'équipe, pétrifiée, recula lentement, chaque pas pesant comme une éternité. Personne n'osait lever la voix ni faire un geste brusque. Les deux petits oursons, serrés contre le flanc massif de leur mère, couinaient doucement, et ce son fragile contrastait avec la tension écrasante qui régnait. Landon comprit qu'il n'était pas face à un monstre mais devant une mère protectrice, prête à tout pour défendre sa progéniture. Tout s'éclairait soudain. Les empreintes circulèrent autour de l'avion, les bruits nocturnes, la silhouette blanche aperçue dans la brume. Ce n'était ni fantôme ni survivant, mais cet ours, maîtresse silencieuse du territoire. Par des gestes lents, Landon fit signe à ses collègues de reculer. Émilie, pourtant, ne quittait pas la scène des yeux. Elle voyait dans l'animal quelque chose de plus grand qu'une simple bête. Une survivante, née dans le même enfer glacé qui avait condamné les passagers humains. Les ours avaient su s'adapter là où l'homme n'était qu'un intrus condamné par le froid. Après de longues minutes, le groupe parvint à ressortir de la caverne. Dehors, l'air glacé sembla soudain plus respirable que l'atmosphère étouffante de la grotte. Chacun expira un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. Il savait qu'il venait d'effleurer la mort, et qu'un faux pas aurait pu sceller leur destin. De retour sur le bateau, Landon se concentra sur le boîtier noir. Joseph avait déjà commencé à analyser les données. Les enregistrements confirmaient les hypothèses. Le vol avait été dévié par une tempête, les moteurs gelés, les instruments défaillants. Le pilote avait lutté jusqu'au bout, ses derniers mots étant des appels à l'aide interrompus par l'impact fatal. Les survivants avaient trouvé refuge dans la caverne, mais la faim et le froid les avaient peu à peu anéantis. Leurs ultimes messages, griffonnés dans le carnet retrouvé, témoignaient de leur lente agonie. Écouter ces fragments de voix, brisés par le désespoir, fit naître une lourde tristesse dans le cœur de tous. Ils n'avaient pas seulement résolu une énigme, ils avaient réveillé une mémoire figée, redonné voix à des disparus. Mais au milieu de cette tragédie humaine, une vérité plus vaste apparaissait. La nature avait repris ses droits. L'avion, sépulcre d'acier, était devenu un repère pour un prédateur polaire. Les ossements des passagers racontaient la fragilité de l'homme, tandis que l'ours et ses petits incarnaient la puissance de la survie. L'opposition entre mort et vie s'était figée dans ce décor gelé, offrant une leçon brutale et magnifique. Les jours suivants, l'équipe documenta tout, photos, enregistrements, prélèvements. Ils scellèrent l'entrée de la caverne pour protéger les ours, décidant de laisser la nature en paix. Landon rédigea son rapport avec une minutie extrême, sachant que le monde scientifique attendrait des preuves irréfutables. Mais au fond de lui, il savait que certains aspects ne pourraient jamais être traduits en graphiques ou en chiffres. L'expérience avait été trop intense, trop chargée d'émotions. La veille du départ, l'équipe se rassembla une dernière fois sur le pont du navire. Le silence de la banquise semblait infini. Au loin, une silhouette blanche apparut sur une crête enneigée. L'ours, majestueuse, se tenait debout, ses deux petits à ses côtés. Elle observa le bateau quelques instants, comme si elle comprenait que ces intrus s'en allaient pour de bon. Puis elle tourna lentement la tête et disparut derrière les congères. Un frisson parcourut Landon. Il sut qu'il garderait ce regard gravé en lui pour le reste de sa vie. Ce n'était pas seulement une expédition scientifique. C'était une rencontre avec l'inconnu, une confrontation entre l'homme et les forces brutes de la nature. Quand la corne du navire retentit et que la coque fendit une dernière fois la glace, l'équipe regarda derrière elle. L'avion figé, les passagers endormis pour l'éternité, la caverne et son ours protectrice restaient là, scellés dans l'Arctique comme dans un tombeau sacré. Landon posa une main sur le bastingage et murmura « La vérité est parfois plus vaste que ce que la science peut mesurer. » Et tandis que le bateau s'éloignait vers le sud, chacun comprit qu'il ne quittait pas seulement un lieu. Il emportait avec eux une histoire, un poids et une leçon. Dans ce monde glacé, l'homme n'était qu'un visiteur fragile et passager, alors que la nature, elle, demeurait invincible.